Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts que sont Efrikia pour l'Afrique ou bien Bola Latina pour l'Amérique latine. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site, ainsi que dans l'Express présenté par Nicolas Cougo et disponible sur YouTube. Alors aujourd'hui, l'AFC Corner vous propose de braquer nos projecteurs sur un pays que l'on a souvent évoqué dans les brèves, parfois dans le sujet principal, au travers de ses relations avec la Corée du Sud, plus récemment grâce à ses prouesses, ses belles performances en Coupe d'Asie, dont il a été quart de finaliste, un pays dont la communauté en France est l'une des plus grandes parmi les Asiatiques, l'une des plus historiques aussi, enfin un pays dont la richesse gastronomique me fait saliver rien que d'en parler, vous l'avez peut-être deviné, nous allons parler du Vietnam. Alors pour parler du Vietnam, la FC Corner s'est déplacée jusqu'à Fontenay-aux-Roses, et accueille Can Nguyen Lam. Comment ça va, Can ? Ça va bien, Simon, et toi, ça va ? Ça va très bien. Alors en fait, voilà, pour tout vous dire, chers auditeurs, Can, c'est une vieille connaissance à moi. Nous avons travaillé ensemble dans une boutique d'un grand club français pour lequel tu travailles encore. Mais on n'est pas là pour parler de ce club, c'est pas lui qui nous intéresse. Nous, on est là pour parler du Vietnam. Tu es d'origine vietnamienne, tu es même vietnamien. Quels sont exactement tes liens avec le Vietnam ? Des liens très profonds. Je suis né en France, mais de parents vietnamiens. J'ai une partie de la famille qui est là-bas. Mon épouse vient de là-bas, vient d'arriver en France seulement là-bas. Voilà. Et oui, c'est déjà très important. Tu y retournes régulièrement ? Oui, régulièrement, avant beaucoup. Au moins une fois par an. D'accord. Et combien de temps ? Un mois, en moyenne. Une longue période. Et là-bas, tu vas suivre un peu le football sur place ? Un peu. Ouais. J'ai la chance aussi, grâce au travail, d'avoir des amis dans le milieu médiatique et sportif là-bas, football. Donc, moi, je suis déjà ici le football jour après jour. Donc là-bas, dès que je peux. Ici, de France, tu suis le football vietnamien ? Oui, tout à fait. Comment tu fais exactement ? Notamment via les réseaux sociaux. Le Vietnam marche beaucoup plus que la France avec les réseaux sociaux. Du coup, que ce soit des réseaux sociaux connus en France comme Facebook ou d'autres réseaux sociaux, ou avec des applications, on peut voir tous les matchs, même du championnat vietnamien, gratuitement. Même les clubs à ce niveau-là sont développés et tu peux suivre les matchs et les résultats gratuitement. Via YouTube notamment ? YouTube, mais sinon on a nos propres applications locales. Alors j'utilise beaucoup On Sports notamment, qui est en collaboration avec VTV, Vietnam TV. D'accord, ok, très bien. Vous entendez peut-être du bruit derrière nous, c'est parce qu'on est en famille chez Can. Il y a ta femme et il y a ton petit, Roy, que vous entendez peut-être. Oui, la future star du football vietnamien. Exactement, c'est un podcast en famille. Il y a aussi notre ami Cédric, si vous voulez tout savoir. Également un ancien collègue qui nous fait coucou. Quel rapport, on va parler un petit peu plus de foot, en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est et du Sud-Est, il arrive souvent que le football soit dépassé par le baseball en termes de popularité. Je pense notamment à la Corée du Sud ou au Japon. Est-ce que c'est le cas du Vietnam ? Non, pas du tout. Le Vietnam, la Corée du Sud et le Japon, je pense, sont assez, de manière culturelle, en général, assez portés vers l'Europe et l'Occident. Le Vietnam, le sport numéro 1, c'est le football. Tout ce qui est vraiment typiquement européen, comme tu disais, le baseball, ils ne connaissent pas du tout. D'accord, et pourquoi ça ? Pourquoi ça s'est développé dans tous les autres pays d'Asie et d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud-Est et pas au Vietnam ? Le Vietnam est un pays assez jeune, déjà. Jeune du fait de son histoire. On était en guerre jusqu'en 1975. On a été sous embargo américain jusqu'en 1994. Donc en plus d'être jeune dans l'histoire, vis-à-vis de l'extérieur, on n'était pas non plus les plus ouverts. Donc je pense aussi que ça joue. Alors que le football, c'est assez populaire partout. Ouais, ça se joue facilement et ça a aidé, quoi. Tout à fait. Tu sais qui a ramené le football au Vietnam ? Non.
Tu me poses une colle. Est-ce que tu sais pas s'il était déjà là avant l'arrivée enfin, comment dire, avant la guerre, avant le passage au communisme avec les Français sous l'Indochine? Je sais qu'il est là depuis très longtemps et qu'il y avait même à l'époque des équipes du Vietnam du Nord, Vietnam du Sud, des championnats locaux également, même s'il n'était pas professionnel. Maintenant, de là à te dire quand est-ce qu'il est apparu au Vietnam, ça, tu me poses une colle. Il n'y a pas de souci. Et donc, c'est le sport numéro 1 au Vietnam, c'est le football. Tout à fait. C'est pas le sport où on est les meilleurs. On va être, nous, les meilleurs dans les sports plus typés asiatiques, badminton, tout ça. Mais en termes de ferveur populaire, c'est le sport numéro 1. Et comment ça se fait d'ailleurs, du coup, que le Vietnam livre de meilleurs athlètes, de meilleurs champions dans d'autres sports que le sport qui est numéro 1 là-bas? Je pense que c'est le sport numéro 1, mais c'était le sport numéro 1 en termes de popularité. Et nous, on y jouait jusqu'à il y a peu. C'était peu professionnel. Les gens, ils jouent partout dans la rue. Mais en termes de professionnalisation, et donc après de médiatisation et de marketing, c'était pas là où on était les meilleurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le badminton. Ça restait informel. Voilà, le badminton, le ping-pong, c'est là où on est les meilleurs, mais il te faut une salle de sport, en termes de structure, c'est pas... Tout le monde joue au foot, mais on n'avait pas les résultats à haut niveau. C'était pas forcément assez structuré. Voilà, c'est ça. Et quel rapport, du coup, entretiennent les Vietnamiens avec le football? Ils adorent. Ils adorent. De toute façon, comme on vient de dire, c'est un sport populaire. La magie du football, on l'a vu avec la France aussi, mais encore plus au Vietnam qui est assez patriotique. Enfin, ça arrive à te rallier. C'est un sport d'équipe et c'est peut-être pour ça, pour revenir à la question précédente, que c'est populaire au Vietnam, c'est que le fait que ce soit en équipe, la ferveur nationale, elle est là, que tu suives ou pas le foot. Tout le pays s'arrête de vivre quand la sélection joue. On voit ça sur la chaîne YouTube de la VFF, ouais. Où il y a certains matchs qui sont retransmis en direct, des matchs parfois de U23 et qui ont des millions de suiveurs. C'est assez impressionnant. Et est-ce que les stades, du coup, là, voilà, on le voit au travers de YouTube, c'est télévisuel, mais est-ce que les stades sont pleins? Pour la sélection nationale, oui, carton plein. Depuis les bonnes performances et le développement général du foot au Vietnam l'année dernière, surtout, en championnat, les stades dans lesquels évoluent les stars de la sélection sont pleins. Et quel football on suit au Vietnam? Est-ce que j'imagine qu'on suit déjà le championnat national, la V-League? C'est ça, exactement. On suit beaucoup la V-League. Sinon, ça va être essentiellement la Première Ligue. Essentiellement la Première Ligue anglaise? C'est ça. Et on sait que Arsenal y a créé des académies. Ça a un rôle là-dedans avec le fait que la Première Ligue soit énormément suivie? Tout à fait. Je pense au Vietnam, en tout cas, le fait qu'Arsenal ait un rôle local, ça joue énormément. Parce que, notamment, tu parlais des U23 et de leurs bonnes performances. Toute la sélection actuelle, et notamment les U23, ont été formés via l'académie d'Arsenal. Et il y a un club de la V-League qui joue avec le logo d'Arsenal, qui est vraiment le... Ah oui, qui est le club de l'académie, en fait? C'est ça, c'est le club de l'académie et du coup, chaque année... et qui est en première division, donc en V-League. Voilà, chaque année, leurs meilleurs joueurs jouent avec le centre de formation aussi à Londres, à Arsenal. Enfin, il y a une vraie passerelle. D'accord. Et est-ce que on sait que la K-League, la ligue coréenne, investit pas mal au Vietnam, essaye par exemple, le fameux All-Star Game du championnat coréen récemment s'est joué en 2017 je crois, s'est joué contre l'équipe nationale du Vietnam. Ils essayent de trouver du téléspectateur du côté du Vietnam. Est-ce que ça marche? Est-ce que les Vietnamiens s'intéressent à ces gros championnats voisins que sont, là on parle de la K-League, mais il y a aussi la J-League au Japon ou même la Chinese Super League? Ça va être vraiment les spécialistes du football, les vrais supporters du football, mais c'est... Au niveau populaire, encore peu. C'est pas comme ici, comme quand tu suis le championnat allemand ou anglais. Et les arrivées alors là, tu vas m'aider pour la prononciation, en Corée du Sud, en K-League, à Incheon, par exemple, de Luong Zwang Truong
en 2016 ou de Nguyen Kong Phuong à Incheon également. Alors, Luong, lui, est parti depuis de Incheon à Gwangwon, mais bon, bref. Est-ce que l'arrivée de ces grands joueurs vietnamiens a donné plus d'intérêt à la K-League pour les Vietnamiens? Un petit peu, oui. Ça effectivement un peu plus, surtout que donc tu as Lung Sung Thuong qui est le capitaine de U23 notamment. Là, il est reparti même en Thaïlande. Voilà, que c'est pas les gens ne suivent pas forcément la K-League ou le championnat thaïlandais, mais au moins ils sauront te placer le championnat et te dire tiens. Ils suivent au moins un petit peu les performances. Voilà, et le deuxième que tu m'as cité, c'est la deuxième star sur le papier. C'est notre numéro 10 de la sélection. Donc, Ouais. Et juste le joueur qui est en Thaïlande, il joue au Buriram, non? C'est ça, exactement. Ouais, Buriram United. On en parle régulièrement sur la FC Corner au travers de la Ligue des Champions asiatiques. Bon, on va revenir un petit peu à l'histoire, à l'équipe nationale. Le Vietnam, t'en as parlé un petit peu, possédait 2 équipes distinctes jusqu'en 75, une pour le Nord et une pour le Sud, pour les raisons historiques que l'on connaît. La guerre du Vietnam, pour ceux qui séchaient les cours et qui ont l'outrecuidance de n'avoir jamais vu Platoon, Apocalypse Now ou surtout Full Metal Jacket. Le pays a été réunifié en 1976, où c'est selon historiquement le Nord a vaincu le Sud. Enfin, voilà, ça c'est la lecture de l'histoire. On le voit comme on veut, mais la sélection du Vietnam a attendu, le Vietnam uni donc, a attendu 1991 pour disputer son premier match contre les Philippines. Est-ce que tu saurais nous expliquer pourquoi? Alors, permets-moi de te rectifier, c'est 75, du coup, tu as dit 76. Alors, le dernier match du Vietnam du Sud, c'est en 75, mais l'unification est en 76. Alors, en termes de football, si je me trompe pas. Je pensais que tu parlais d'unification politique. Et les accords de Paris en 73. Ouais. Je pense que, du coup, le temps que le pays se reconstruise un petit peu, et puis on était également sous embargo américain politiquement. Jusqu'en 94. Donc je pense que le fait qu'on ait l'autorisation, également la FIFA notamment, de jouer des rencontres internationales à partir de 91, c'est que moi j'étais encore trop jeune pour te le confirmer à 100%, mais c'est là où le pays a pu déjà s'ouvrir. Ça correspond avec l'ère à une ouverture politique, l'ère, comment ça s'appelle, l'ère Doi, je crois. Alors, je sais qu'il y a une ère politique qu'on appelle l'ère Doi, c'est changer, c'est le changement. Effectivement, avec t'as l'embargo qui se finit en 94, donc oui, déjà en 91, c'était les prémices de l'ouverture internationale. D'accord, ok. Mais donc l'embargo, oui, voilà, l'embargo a énormément joué là-dessus. Et, je pense. Ouais, là, je pense que d'après ce que tu dis, oui, ça me semble inévitable. Et de toute façon, on l'a vu, on a fait une interview d'un journaliste iranien qui nous parlait de l'histoire du football iranien, qui a aussi subi l'embargo des États-Unis et qui a aussi eu un trou dans son histoire footballistique entre les années 70, la révolution islamique, et les années 2000, voilà, une certaine ouverture de l'Iran et la fin de l'embargo, je ne me souviens plus quand c'est exactement pour l'Iran. Alors, où en est du coup le développement du football au Vietnam en 2019 ? On a parlé notamment d'Arsenal qui a créé des académies là-bas. La Juve en a une aussi. Est-ce que ça joue là-dessus ? Est-ce que ça joue sur la montée de la qualité du football vietnamien ? Oui, c'est tout allié. Ça joue. Le foot vietnamien arrivait à monter assez bien par lui-même, ce qui a attiré à Arsenal et la Juve notamment. Et puis, le fait qu'il soit là, voilà, c'est un cercle vertueux. On est sur une très bonne voie. On est un pays jeune, on touche du bois, on espère que ça continue. Arsenal a en effet posé ses valises il y a une dizaine d'années. Un club partenaire de la V-League, Hwang An Zalai, du coup, qui a formé toute la sélection U23, toute la sélection nationale. Ça se développe très très bien. Et est-ce qu'il y a une politique particulière de formation, de développement du football au Vietnam ? Oui, tout à fait. Déjà, comme on le disait, le Vietnam... Roy est d'accord avec ce que tu dis.
Le Vietnam est assez nationaliste, assez patriotique, et puis les moyens aussi font que tu dois compter énormément sur la formation, qu'on on n'a pas encore forcément les moyens d'acheter des grands joueurs extérieurs. Et puis on a eu cette période aussi où on a acheté des joueurs extérieurs un peu comme en Chine maintenant, mais que ça n'a Je pas me souviens de forcément... Denilson, je crois, à la fin des Oui, années 2000. effectivement, à Haiphong, on a pris, il y a Loris Arnaud Oui. qui a joué, Jean-Hugues Maurice aussi qui ont joué. Euh, mais ça n'a pas forcément marché sur le long terme. Donc on a un gros vivier. Plus de 60% de la population vietnamienne a moins de 30 ans. On est tous nés après la guerre. On adore le foot. Donc on a ce qu'il faut Pour devenir compétitif. Devenir compétitif, ouais, à moyen terme. D'accord. Et au niveau des infrastructures, est-ce que le Vietnam se dote d'infrastructures correctes pour pratiquer le football, ou est-ce que ça reste encore très, très, très précaire? En majorité ou dans la V-League, c'est vrai que tu peux pas encore comparer à ce qui se fait aujourd'hui en Europe. Mais sur la formation, et ça va venir petit à petit, c'est très pointu. J'ai vu franchement les nouveaux centres de formation des académies. Même en Europe, j'ai pas vu ça. Parce que le Vietnam, comme la société vietnamienne, euh, commence à avoir beaucoup d'argent et investi notamment dans le football. Et voilà, on est un pays jeune, même footballistiquement parlant. Donc c'est pas encore réparti pour tout le monde. Mais ça va venir. D'accord. Je te pose la question. Le football est souvent politisé, hein. Derrière ces politiques de formation, il y a des ministères, il y a des dirigeants. Est-ce que, voilà, le Vietnam étant aujourd'hui une des dernières républiques communistes d'État au monde, quelle place occupe la politique dans le développement du football là-bas? Comme partout, je pense pas. Voilà, le Vietnam, c'est le sport numéro un. Football. Le football, pardon, le sport numéro un au Vietnam. Euh, le gouvernement est assez impliqué dans tout ce qui se fait au Vietnam. Donc, je bégaye un peu quand je te réponds parce que pour moi, en fait, ça va être une normalité. J'ai cette chance d'avoir cette double culture. Pour moi, j'ai envie de te dire, il s'implique de manière normale. Après, oui, il s'implique. Oui, il s'implique. Enfin, c'est même de manière générale pour la population, ils s'impliquent beaucoup, ils aident beaucoup socialement. Donc, oui, au niveau de footballistique, ils sont en train de refaire les infrastructures avec l'aide du privé aussi. Enfin, Ça fait partie de l'augmentation des conditions de vie du Vietnamien, de toute façon. C'est comme ça que tu le dirais. Le développement du football est lié ouais, à cette voilà. volonté de développer le tissu social vietnamien. Ouais, tout à fait. D'accord. Bah écoute, c'est une réponse. Il n'y avait pas de souci. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le paysage du football vietnamien en 2019? Tu vois, quels sont les clubs historiques? Quels sont leurs profils? Alors, il y a le Hanoï FC qui est le grand club du pays qui gagne tout le temps, qui était champion, qui est le champion en titre, qui était champion il y a 3 ans. Il y a 2 ans, ils n'ont fait que deuxième. Ils ont perdu la deuxième journée. Enfin, c'est la capitale, donc ils ont le meilleur centre de formation. Ils ont les grandes stars, même étrangères, les grandes stars de la section. Ceux qui dominent vraiment le championnat. Actuellement, ils sont deuxième derrière mon club préféré. Ah, Mais demain, c'est la grande affiche où ils vont se rencontrer tous les deux. Et voilà, il y a mon club préféré, qui était un petit club qui a été repris il y a 2 ans par un grand mécène vietnamien et qui refait donc, c'est le Ho Chi Minh City, un des clubs de Saigon, de Ho Chi Minh. Il y a plusieurs clubs. Il a été racheté avec beaucoup de puissance financière. Ils sont en train de refaire le stade d'entraînement. Ils ont racheté 20 nouveaux joueurs, ça n'a pas marché. Et puis la saison d'après, 20 autres. Et voilà, là, cette année, ça a l'air de, enfin, après 2 ans, de prendre la sauce. C'était la plus grande star du Vietnam qui est devenu le président. Maintenant, c'est l'ancien sélectionneur. Enfin, voilà, c'est les coachs. T'as un coach, c'est l'entraîneur des gardiens, c'est l'ancien entraîneur des gardiens de l'équipe d'Angleterre aussi. Ils ont l'ambition, voilà, un peu comme le Paris Saint-Germain toute proportion gardée. voilà, c'est ça, de dominer sur le football vietnamien.
Saigon est la plus grande, ce n'est pas la capitale, mais la plus grande ville du Vietnam. Donc, Je gardais cette question pour la fin. Est-ce que du coup, on parle d'ambition, est-ce que les clubs vietnamiens, via ce développement, nourrissent des ambitions à l'échelle continentale? Est-ce que tu penses qu'un jour, à moyen ou plutôt à long terme, on peut envisager de voir des clubs vietnamiens tenir la dragée haute aux clubs japonais, coréens, chinois? Dans l'ambition intrinsèque, tu as donc le Ho Chi Minh FC, dont je te parle, qui avec ses grands moyens. Et après, dans l'ambition sportive, tu as le Hanoï FC, qui lui est champion depuis quasiment 10 ans. Sans discontinuer. Voilà. Et qui cette année, d'ailleurs, qualifié en AFC Champions League, qui a, elle, les moyens, vraiment l'ambition et les moyens de faire quelque chose. Le Vietnam, déjà de manière générale, on en a parlé tout à l'heure de la sélection, a une bonne génération. Et on a cette chance que les 3/4 jouent tous au Vietnam, et même jouent tous à Hanoï, donc eux peuvent faire quelque chose. Il y a une cohésion d'équipe bien. déjà. Ils se connaissent tous. Et, voilà, là, le gardien de la sélection vient de rejoindre Hanoï cette année parce qu'ils se connaissent tous. Et voilà. Il faut une harmonie. Alors parlons un peu de l'avenir. Le Vietnam s'est déjà hissé en quart de Coupe d'Asie en 2017. Ça avait été un petit peu compliqué pour confirmer après ça pendant une petite décennie. Est-ce que la performance de 2019 risque de subir le même sort? Parce qu'en 2019, on le rappelle, à la Coupe d'Asie, le Vietnam est arrivé en quart de finale. Non, parce que c'est la fameuse... Enfin, non, j'espère. C'est la fameuse génération formée par Wenger. L'année dernière, en U23... Et tu dis carrément formé par Wenger. Ça a cette importance-là, l'Académie oui, d'Arsenal. Ça a cette importance. Pour nous, Wenger, on l'appelle tonton. Ah ouais. Arsenal a été le premier club européen à avoir l'autorisation de faire leur tournée au Vietnam en 2014 ou 2015, si mes souvenirs sont bons. Enfin, voilà, c'est le club le plus populaire au Vietnam. Donc, l'année dernière, ils ont fait finaliste en U23 en janvier. En août, on a fait demi-finaliste des JO d'Asie. En décembre, on a gagné la Coupe d'Asie du Sud-Est. Là, en janvier, on a fait la quart de finale Coupe d'Asie. Mais à chaque fois qu'on n'est pas allé plus loin, c'est Corée du Sud ou Japon qui sont les deux gros mastodontes de l'Asie. Donc aujourd'hui, je suis optimiste sur l'avenir. Après, on verra. Hein. On espère que ce n'est pas que cette génération. Et voilà, mais le football en général se développe. Et je sais que j'ai des amis qui travaillent au sein des sélections japonaises, notamment, et qui me disent attention, il faut faire attention au Vietnam. Comme on disait tout à l'heure, c'est un vivier très important en termes de population et potentiel de développement footballistique, économique, qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Eh ben, écoute, le soleil semble radieux au-dessus du football vietnamien. Bah écoute, merci beaucoup, Can. Merci à toi, Simon. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC, et peut-être un numéro aussi familial que celui-ci. On a l'ambition avec le nouveau matériel, le nouveau studio portable, d'éventuellement enregistrer dans des bars, de faire des soirées. Donc il faut s'entraîner à avoir du bruit de fond, à ce que ça vive, à ce que ce soit presque des spectacles vivants. Bon là je m'emballe un peu. Mais voilà, avoir de la vie autour de ces podcasts puisqu'on les veut vivants. Enfin voilà, merci beaucoup à tous, merci chers auditeurs. Je vous dis salut les amis.